Alors je tiens à mon tour à adresser tous mes remerciements à mes collègues Stéphanie Mauclerc et Fouad Edazi pour leur invitation et pour l'organisation de ce beau colloque. J'ai également un lien tout à fait particulier avec l'Université d'Orléans. J'y ai plaisir à revenir puisque c'est mon université d'origine, c'est l'université où j'ai fait mes études. J'ai également été maître de conférence, j'y ai plein de bons souvenirs évidemment, et puisqu'il est tard, je me permets une anecdote. Je suis très heureux d'être oh, c'est pas très croustillant, hein. Mais bon, je suis très heureux d'être dans cet amphithéâtre, je le disais à Stéphanie en arrivant au début de l'après-midi, parce que, alors c'est vrai que là il est tard, mais cet amphithéâtre présente l'avantage de nous donner de magnifiques levées de soleil le matin, et je vous invite à pouvoir en profiter évidemment demain matin lors de la reprise de nos travaux. Alors bon, je n'ai pas été invité pour parler de la couleur du ciel ligérien, j'en viens à notre thème, et effectivement avec Monsieur Cizère, nous nous sommes répartis les tâches. Je vais vous proposer une intervention plus générale, je dirais, effectivement sur la nature et les fonctions du fichier en droit pénal, un thème que j'ai fixé finalement avant d'avoir réfléchi au sujet, et lorsque j'ai commencé à y réfléchir, je me suis fait peur. Parce que je me suis immédiatement interrogé, finalement, qu'est-ce que fichier en droit pénal? Et la question est d'autant plus délicate, Monsieur Cizère l'a indiqué, que le nombre des fichiers dans ce champ disciplinaire est très nombreux, et j'ajouterai que le phénomène du fichage est loin d'être récent, contrairement à ce qu'on l'on pourrait croire en l'associant au progrès technique, scientifique, et qu'il a pu prendre des formes variées selon les périodes, allant par exemple de la marque au fer rouge, qui n'a été abolie qu'en 1832, qui peut bien être présentée comme une forme de fichage, V pour vol, R pour récidive, l'obsession de la récidive, jusqu'aux origines du casier judiciaire, milieu du 19e siècle, on en a parlé tout à l'heure, et pour arriver aux fichiers informatiques automatisés que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cette diversité des formes des fichiers nous ramène à l'interrogation initiale, qu'est-ce que fichier? Qu'est-ce qu'un fichier? Y aurait-il une essence du fichage au-delà de la variété, je dirais, de ces manifestations? Alors bien sûr, la question est ambitieuse. Elle dépasse le cadre strict de ma contribution, et je crois que c'est l'un des intérêts de ce colloque que de permettre, en confrontant l'ensemble des branches du droit, l'ensemble des champs disciplinaires, que d'apporter une réponse ou un début de réponse à ces questions, et nous en saurons plus évidemment demain soir. Mais pour revenir au champ pénal, par rapport aux réflexions que j'ai pu mener sur cette recherche de définition, d'essence, il m'apparaît que la définition du fichier est sans doute d'abord et avant tout de nature fonctionnelle. Le mot, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, n'a pas de sens juridique immédiat, précis, vient du latin figere, qui signifie attaché. Alors symboliquement, on pourrait considérer qu'il s'agit d'attacher le temps d'une certaine manière, l'action du temps, de relier le présent, le futur, de garder la mémoire, de laisser une trace. Mais pourquoi garder la mémoire? Pourquoi laisser une trace? Et c'est à ce stade qu'intervient la fonction et, je dirais même plus, l'intention avec laquelle l'opération de fichage est réalisée. Traditionnellement, en matière pénale, les fichiers sont associés à l'idée de surveillance. Il s'agit d'établir un état de vigilance afin de mieux lutter contre la récidive. Je crois que l'obsession est toujours présente à l'heure actuelle, ou de faciliter, et M. Cizère vous en a parlé, l'identification des auteurs d'infractions. Alors ce cadre étant posé, l'objectif de ma contribution ne sera pas d'entrer dans le détail du fonctionnement des différents fichiers, mais de proposer, je le disais, une réflexion plus globale. Dans un premier mouvement, nous verrons comment le droit pénal appréhende le fichage
Et dans un second, il s'agira de déterminer finalement comment le fichage s'insère aujourd'hui dans une politique pénale finalement plus large. Alors je vais, si vous me permettez, vous proposer un voyage. Alors, je préfère le dire d'emblée pour éviter les déceptions, la destination ne sera pas paradisiaque. Mais voyage, il y aura tout d'abord à l'intérieur du fichier pour tenter d'en cerner la logique, et ensuite nous partirons au-delà du fichier précisément pour évaluer le lien avec la politique pénale. Donc d'abord dans le fichier, ensuite au-delà du fichier. Dans le fichier, je chercherai à répondre finalement à la question qui nous a été posée pour cet après-midi par les organisateurs du colloque, qui nous ont livré un véritable jeu de pistes, vous avez vu dans le programme, de demi-journée en demi-journée, avec des citations bien choisies. Cet après-midi, finalement, le thème central était celui de la punition, avec ce sous-titre « Ficher pour surveiller et punir ». Alors qu'il soit permis d'être peut-être plus interrogatif, nous l'avons dit, ficher, c'est sans doute surveiller, mais est-ce pour autant punir ? Et c'est cette question qui renvoie finalement à une grande distinction en droit pénal entre la peine au sens strict et la mesure de sûreté, à laquelle je vous propose de répondre dans cette première partie en envisageant donc successivement les rapports du fichier avec la peine puis avec la mesure de sûreté. Alors, sur le fichier et la peine, il y a une question, surveiller, est-ce punir ? A priori, non. A priori, non. Surveiller, c'est exercer une vigilance, mais une vigilance qui n'implique pas automatiquement une punition, ou plus exactement, qui ne permet pas immédiatement d'entrer dans une logique de punition. Souvenez-vous, revenons en arrière, combien d'écoliers dans une cour de récréation ont-ils été surveillés sans jamais être punis ? Je vous l'accorde, le propos n'est pas très juridique. Alors, en droit pénal, la punition renvoie à la peine, et plus précisément à la peine au sens strict, qui exprime la finalité première, aujourd'hui non exclusive, de la responsabilité pénale, la répression d'une infraction. Prononcer une peine suppose l'établissement d'une culpabilité et d'une imputabilité qui ne peuvent être constatées que par une juridiction de jugement. Or, par principe, et nous l'avons bien entendu avec l'intervention de M. Cizère, l'opération de fichage, il est tard, je bégaye un peu après 18 heures, l'opération de fichage, qu'il s'agisse de l'inscription d'une personne dans un fichier, ou de données biologiques, ou de métadonnées, on en a parlé tout à l'heure, intervient bien en amont de la décision sur la responsabilité pénale. En règle générale, on ne recense pas, et là aussi je reprends des éléments qui ont déjà été précisés, uniquement des informations relatives à des auteurs d'infractions, à des condamnations définitives. Il y a aussi des informations relatives à des suspects, relatives à des victimes, parfois même à des témoins. Alors, je ne reviens pas, ça a été signalé, un tel champ d'application nous a valu déjà des condamnations importantes par la Cour européenne des droits de l'homme en 2013, en 2014. Je n'y reviens pas. Mais avec un tel champ d'application, ficher, on le voit, ce ne serait donc pas punir. Ce ne serait pas prononcer, en tout cas, une peine au sens strict. La punition ne serait finalement qu'un objectif de moyen ou de long terme par rapport à l'opération de fichage, et j'en reviens à mon interrogation initiale, non une caractéristique de son essence. Alors, c'est là que je reprends mes doutes par rapport au sujet que je me suis moi-même proposé de traiter. Cette qualification de peine écartée, la nature juridique du fichage demeure ambiguë, et ce, me semble-t-il, pour deux raisons que je présente rapidement. Une raison sur laquelle je ne vais pas revenir, une raison matérielle qui tient au nombre de fichiers. Le nombre de fichiers est très nombreux. Très important, selon les auteurs d'ailleurs, le nombre, alors en retenant une conception très large sans doute de la matière pénale, en intégrant les fichiers relatifs au renseignement, on est entre 50 et 80 fichiers.
selon les recensements, qui peuvent intervenir en ce domaine. Alors évidemment, ça nous rend plus humbles lorsqu'on recherche la nature juridique. Comment rassembler sous une nature juridique unique, est-ce possible et souhaitable, l'ensemble de ces fichiers? Puis il y a peut-être une raison plus décisive, raison juridique ensuite. La nature du fichier paraît difficile, la nature juridique paraît difficile à cerner, dans la mesure où l'opération semble révéler aujourd'hui une confusion entre ce qui relève de la police administrative, tournée vers la prévention des atteintes à l'ordre public, des infractions, et ce qui relève de la police judiciaire, classiquement plutôt centrée sur l'identification des auteurs, l'arrestation des auteurs d'infractions. Mais dans tous les cas, et c'est ce qui est frappant, que l'on soit dans le cas d'un fichier de police administrative ou d'un fichier de police judiciaire, la finalité qui est mise en avant est la même, c'est une finalité préventive. Il s'agit de prévenir la commission d'une nouvelle infraction et donc finalement d'un trouble à l'ordre public. Pour en revenir à la question posée, ficher, ce ne serait donc pas finalement punir, mais bien plutôt prévenir. Et ce que l'on peut vérifier en envisageant le lien cette fois entre le fichier et la mesure de sûreté. Alors la finalité préventive du fichier est clairement exprimée par la loi sur le renseignement dont on a déjà parlé de 2015 en matière de terrorisme. La loi sur le renseignement fait très clairement de la prévention des infractions l'un des objectifs justifiant le recours aux techniques de renseignement dont le fichage fait partie, et cet objectif est aujourd'hui inscrit dans le Code de la sécurité intérieure. Cette analyse est confirmée par une catégorie particulière de fichiers, les fichiers judiciaires que j'ai souhaité isoler dans la présentation. Ils constituent un cas à part en raison du moment auquel l'inscription sur le fichier intervient. Ces fichiers judiciaires ont pour objectif de recenser certaines décisions judiciaires, principalement des condamnations pour certaines infractions jugées particulièrement graves. Tel est le cas du fameux FIJES, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, depuis son extension. Qui concerne, comme le nom l'indique, des infractions sexuelles initialement et qui a été étendu à certaines infractions violentes comme la barbarie, les actes de torture ou encore les meurtres et assassinats commis en état de récidive. Et la même question devrait se poser pour un autre fichier judiciaire, judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, créé par la loi sur le renseignement en 2015. Alors le FIJES est mieux connu, la jurisprudence est plus établie, il remonte à 2004. Dans les cas les plus graves, l'inscription au FIJES est automatique, mais malgré, donc lorsque la condamnation intervient. Mais malgré cette automaticité, l'inscription fait intervenir le juge judiciaire qui, selon le cas, peut soit s'opposer à l'inscription au fichier par une décision spéciale et motivée, ou à l'inverse, autoriser cette inscription lorsque l'inscription n'est pas automatique, toujours avec une décision spéciale et motivée. Dès lors, et c'est ce qui est intéressant par rapport à la nature juridique, à la question de la nature de l'inscription, l'inscription au FIJES est cette fois contemporaine de la décision sur la responsabilité pénale. Et la Cour de cassation a dû se prononcer sur la nature de cette inscription au fichier. C'est une jurisprudence maintenant bien ancrée, dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle retient la qualification de mesure de sûreté. Elle estime que l'inscription au FIJES ne constitue pas une peine au sens strict, mais constitue une mesure de sûreté. Il y a eu des décisions, plusieurs décisions sur la question, 17 septembre 2014, 13 mai 2015 de la Chambre criminelle, pour les dernières en date. Ce qui, évidemment, a une conséquence importante, c'est d'exclure le régime protecteur de la peine et notamment le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Et c'est une qualification qui est également retenue. Là, il y a une unanimité des juridictions suprêmes par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme.
Et dans tous les cas, c'est ce qui est intéressant, c'est la finalité, nous dit-on, exclusivement préventive de l'inscription sur ce fichier qui justifie la qualification de mesure de sûreté. Et classiquement, un petit mot sur la mesure de sûreté, classiquement en droit pénal, la mesure de sûreté traduit précisément un changement de philosophie. Par rapport à la peine, on dit qu'elle n'est plus tournée vers le passé, vers l'infraction déjà commise, mais vers l'avenir, la prévention, le risque d'infraction, autrement dit, elle n'est pas punitive, mais préventive. Et finalement, ce serait sans doute là, c'est une conclusion bien provisoire, que résiderait la nature du fichier d'être une sorte de caméléon à finalité unique. Les qualifications pourraient être variables du fichier, de la nature juridique du fichier, selon qu'on est en présence d'un fichier de police, police administrative, police judiciaire, ou d'un fichier judiciaire qui, là, est qualifié de mesure de sûreté. Mais dans tous les cas, le dénominateur commun serait cette volonté de prévenir le risque lié à l'infraction et de prévenir un trouble à l'ordre public. Ficher, ce n'est pas punir, mais bien plutôt prévenir, en tout cas pour le droit positif, j'en dirai un mot un peu plus tard. Le fichage exprime alors une tendance, me semble-t-il, plus générale du droit pénal, qui tente à inscrire la réponse pénale dans une forme de permanence, et pour cela je vous invite à poursuivre le voyage en allant un peu au-delà du fichier. Le droit de la responsabilité pénale, comme d'ailleurs le droit de la responsabilité civile, est de plus en plus saisi d'une problématique de prévention. Pour la responsabilité pénale, évidemment, prévention des infractions. Et la question nous vient immédiatement à l'esprit. Effectivement, la meilleure possibilité de protéger la société contre le risque que représente l'infraction ne serait-elle pas de pouvoir agir avant le passage à l'acte? Évidemment. La tentation, la question est séduisante, la question est ancienne, là aussi, et elle a été, il faut bien le dire, renouvelée par les virtualités d'extension d'une notion qui a été remise en avant, là aussi une notion ancienne, c'est la notion de dangerosité qui laisserait entrevoir la possibilité d'une prévention à l'état pur, agir, voire réprimer avant l'infraction. Et à cet égard, concevoir le fichage comme un acte de prévention, car si on y réfléchit bien, ce n'est là qu'une question de choix politique, participe de cette logique. L'opération s'inscrirait alors dans un mouvement plus global qui, au nom de la prévention, chercherait à inscrire la réponse pénale dans une forme de perpétuité. Et cette idée que l'on retrouve dans le fichage, mais également au-delà du fichage, dans l'évolution du droit pénal, peut être exprimée à travers deux idées. Alors, j'irai très vite sur ces deux idées, Monsieur le Président. Ces deux idées sont, d'une part, garder la mémoire, et d'autre part, prédire l'avenir. Alors, garder la mémoire, dans un premier temps, à cet égard, en matière pénale, on parle de plus en plus, et ça a été abordé tout à l'heure, je crois que c'est vous, Monsieur le Président, qui en parliez, d'un recul de l'oubli de l'infraction. De l'oubli de l'infraction après l'exécution de la peine. Alors, l'idée est évidemment illustrée par la technique du fichage, et notamment à travers la question de l'effacement des données et du moment à partir duquel les données peuvent ou doivent être effacées. Le FIGES, là encore, donne une illustration intéressante de ce que ces données sont finalement conservées pendant une durée particulièrement longue. Le Code de procédure pénale nous dit que les informations sont retirées au décès de la personne. À défaut, elles sont conservées pendant 30 ans. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, ou pendant 20 ans dans les autres cas. Et bien évidemment, ce délai commence à courir après l'exécution de la peine. Au-delà du fichier, il y a d'autres mécanismes, également qualifiés d'ailleurs de mesures de sûreté, qui ont été introduits progressivement, je dirais même réintroduits parce que, bon, je ne suis pas historien, mais il y a des mesures qui pourraient tout à fait faire écho à la surveillance de haute police, par exemple à ces mesures que je vais énumérer. Dispositifs qui ont été introduits de façon progressive pour atteindre finalement une sorte de perpétuité virtuelle. Je les cite juste très rapidement. 1998, suivi socio-judiciaire. 2005, surveillance judiciaire.
et évidemment 2008, les très fameuses et controversées surveillance et rétention de sûreté. Et c'est avec elle que l'on introduit l'idée potentiellement d'une surveillance perpétuelle. Ce sont des mesures qui sont prononcées pour une durée limitée, mais renouvelable sans limitation de durée. En allongeant le temps de la réponse pénale, on cherche finalement à prédire l'avenir. Et c'est la dernière idée. Prédire l'avenir, on touche ici à une tendance générale de l'évolution du droit, me semble-t-il, et pas seulement du droit pénal, qui se traduit par l'idée de prédictibilité que l'on applique à beaucoup d'éléments aujourd'hui et qui renvoie évidemment au rapport entre droit et science. L'établissement des fichiers divers et variés participe indéniablement de cette logique. Au-delà des fichiers, le phénomène se traduit par le développement des expertises. Et en matière pénale, je pense notamment aux expertises de dangerosité, qui visent à évaluer la dangerosité, mais dans quel but? Pour apprécier la probabilité d'une récidive. Et c'est cette fameuse et controversée notion de dangerosité qui sert précisément de fondement aux mesures post-peine que je viens de rappeler très rapidement, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire ou surveillance de sûreté, rétention de sûreté. Garder en mémoire pour prédire l'avenir, dès lors, la boucle est bouclée. Alors pour conclure, je dirais avec un brin de pessimisme, qu'il était finalement bon le temps du petit écolier qui pouvait encore espérer être surveillé sans être puni. De façon plus constructive, le sujet invite, et c'est finalement l'un des enseignements que j'en ai retiré de cette préparation, à réfléchir sur la notion de prévention. À l'issue de ces développements, je demeure convaincu que ce que le droit positif appelle prévention n'est pas vraiment de la prévention, et pour cette raison, je ne suis pas du tout convaincu par mon grand 1. Et l'articulation entre fichier peine, fichier mesure de sûreté, fichier punition, fichier prévention, c'est l'état du droit positif. Mais il est permis de le juger peut-être insatisfaisant. En droit pénal, me semble-t-il, et j'en terminerai par là, prévenir, ce n'est pas seulement avancer dans le temps le stade de la répression par rapport au passage à l'acte. Ce qui permet de prolonger l'interrogation qui a été suggérée par les organisateurs du colloque. Ficher, ce serait finalement surveiller pour prévenir, mais il reste à définir ce qu'est exactement prévenir. Je vous remercie de votre attention.